C'est bon? Vous me voyez là? Oui, non, peut-être? Répondez pas surtout. Hein. Vous savez la galère que ça a été pour me voir? Est-ce que vous savez seulement comment ça marche tout ça? Bon, ok. Yaris, lumière. Remontons rapidement le temps pour comprendre la base de la base. En 1885, les frères Lumière ont une idée de génie en projetant le premier film de l'histoire. En 1935 est diffusée en France la première émission. Et c'est en 1967 que nous obtenons la télévision en couleur. Donc les ours polaires sont vraiment blancs. Mais dans tout ça, une image, c'est quoi? Eh bien ça débute par une lumière blanche. C'est-à-dire une lumière qui est composée de toutes les couleurs, donc qui est composée de toutes les fréquences lumineuses. Il existe deux théories pour la définir. La théorie corpusculaire, qui est l'ensemble des particules qui reposent sur un déplacement d'énergie, appelé photon, c'est ce qui formerait la lumière. Et la théorie ondulatoire, qui définit la lumière comme une onde électromagnétique. Ce serait la fréquence de ces ondes qui définirait les couleurs, sachant qu'une partie de ce spectre n'est pas visible par l'œil humain, comme par exemple l'infrarouge et l'ultraviolet. C'est Isaac Newton, le mec à la pomme, qui a découvert le cercle des couleurs sur la décomposition de la lumière. On distingue deux sources de lumière. La première, dite primaire ou lumineuse, émet ses propres rayons lumineux. Par exemple, le soleil, lumière dite naturelle, et une ampoule, lumière dite artificielle. La deuxième est la source diffusante ou secondaire. C'est l'ensemble des objets qui nous entourent qui ne renvoient qu'une partie du spectre lumineux, donnant ainsi leur couleur. En bref, la lumière renvoyée par les objets va arriver jusqu'à nous. Et c'est tout un procédé pour retranscrire cette lumière en image, que cela soit pour un œil ou pour un objectif. Parce que oui, le système d'un œil est identique à celui d'un objectif. Il comporte une mise au point, un zoom et un diaphragme. Voyons tout de suite comment cela fonctionne. D'abord, la cornée, qui est comme une fenêtre par laquelle la lumière rentre. Elle doit être parfaitement propre parce qu'elle joue sur la focalisation de la lumière sur la rétine. Bah oui, faut que ce soit propre. Le clignement des yeux ou les larmes permettent de nettoyer la cornée. Au niveau d'un objectif, cela correspond aux lentilles qui se trouvent devant, celles qui récupèrent la lumière. Ensuite vient l'iris, situé au centre de la pupille. Il possède des muscles disposés comme une roue qui lui permettent de s'élargir et de se rétrécir. Cela modifie donc son diamètre et régule la lumière entrant dans l'œil, comme le diaphragme d'un appareil photo. Puis le cristallin, qui a un peu la fonction d'un zoom. Il permet de faire les ajustements nécessaires à la focalisation des objets. Il se bombe pour voir les objets de près et s'aplatit pour voir net ceux situés au loin. Ensuite, la rétine, qui nous permet de percevoir les couleurs lorsque la lumière excite les cônes. Les cônes, ce sont des cellules nerveuses qui tapissent la rétine au fond de l'œil. Il y en a aussi qu'on appelle bâtonnets, c'est pour la vision nocturne. Chaque type de cône est plus ou moins excité selon son type. S est sensible au bleu, M est sensible au vert et L est sensible au rouge. Salut les schtroumpfs! Mais aussi par la composition de la lumière reçue. Lorsqu'un cône est excité, il émet un signal. Et c'est l'ensemble de ces signaux qui va être interprété par le cerveau pour y faire correspondre une couleur. En quelque sorte, la rétine fonctionne comme un capteur. Au final, un œil peut être comparé à un objectif car il a les mêmes fonctionnalités que celui-ci. Il récolte la lumière, il a aussi un système de focalisation pour voir les objets nets et un système d'adaptation aux intensités lumineuses. Cependant, l'œil reste plus performant à tous les niveaux, notamment parce qu'il gère tout cela automatiquement. Et dans la caméra, ça donne quoi? L'image issue de l'objectif traverse un prisme séparateur de couleurs qui décompose la lumière en trois composantes, rouge, vert et bleu. Chacune d'entre elles est redirigée vers un capteur correspondant à sa couleur. Vers le capteur! C'est pour cela qu'il y a 3 capteurs dans les caméras professionnelles. Ils ont le même rôle que la rétine. Ils transforment la lumière, photon, en énergie électrique, charge au niveau des cellules photosensibles. Ce sont des puits recevant les photons. La surface de capteur est recouverte d'une multitude de ces cellules. Elles sont constituées de silicium et d'électrodes métalliques. Il existe 2 principaux types de capteurs. Le CCD, le dispositif à transfert de charge. Chaque cellule photosensible recevra un photon et délivrera un électron au contact du silicium.
Le nombre d'électrons ainsi accumulés dans le puits sera proportionnel au nombre de photons incidents. Cependant, la conversion charge-tension s'effectue à la sortie du capteur. Le CMOS sera préféré au CCD pour son faible coût, sa faible consommation, sa flexibilité des formats HD et SD, ainsi que pour son faible risque d'éblouissement. En revanche, on préférera les CCD pour leur faible niveau de bruit dans les noirs, pour la meilleure optimisation de la zone photosensible et parce qu'il y a moins de dispersion dans le convertisseur analogique numérique. Une fois que la lumière passe à travers les capteurs, on obtient un signal électrique analogique. L'ensemble de ces signaux mis bout à bout représente le signal de notre image. Mais pour pouvoir transmettre cette image, il faut transformer le signal analogique en signal numérique, celui-ci étant plus facilement transportable. Transformation! On doit le faire passer par un CAN, convertisseur analogique numérique. Celui-ci procède en 3 étapes: échantillonnage, quantification et codage. L'échantillonnage permet de relever les amplitudes du signal à intervalles de temps réguliers. C'est en quelque sorte une analyse du signal pour garder en mémoire les variations de celui-ci. Ensuite, la quantification, procédé qui consiste à donner une valeur binaire, nombre constitué de 0 et de 1, à chacun des points qui a été gardé en mémoire pendant l'échantillonnage. On quantifie sur un certain nombre de bits. On utilise généralement 8 ou 10 bits, ce qui correspond à 256 ou 1024 valeurs différentes possibles, appelées niveaux. Le signal devient moins précis, mais en respectant plusieurs principes, comme la loi de Shannon, il reste fidèle au signal analogique initial. Ensuite, le codage. Il fait la correspondance entre le signal analogique et sa valeur binaire. Il met en forme le signal pour que celui-ci soit enfin transportable. En télévision, on utilise la norme de codage 4:2. Ces chiffres représentent le rapport entre la fréquence d'échantillonnage de la luminance, 13,5 MHz, et de deux signaux de l'incombinance, 6,75 MHz. Cette norme est basée sur 8 ou 10 bits. Et enfin, la compression. Elle permet de réduire la répétition des données dans une image afin d'améliorer la vitesse de transmission. Il en existe de deux sortes, avec perte et sans perte. La compression sans perte, lossless, ne détériore pas l'image, mais ne réduit presque pas son poids. Alors que la compression avec perte, lossy, permet un gain de place important. C'est pour cela que l'on va principalement l'utiliser. Voilà, c'est bon. Vous avez tout capté? Bien, parce que ce n'est pas fini. Après la captation, il faut transmettre l'image. Une fois que les données sont numérisées et traitées dans la phase de captation, il nous faut les envoyer vers le moniteur où elles doivent être affichées. On appelle ça la transmission. Mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? En effet, il faut appliquer une série de différents procédés avant d'arriver au moniteur, afin que les données soient correctement transmises. D'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas transporter directement notre signal numérique, car celui-ci n'est pas adapté au système de transport aérien. La transmission se fait par des ondes de type radiofréquence. On y accroche des informations du type image, son ou vidéo. Ce sont les ondes porteuses. On fait donc varier notre porteuse en amplitude, en fréquence ou en phase, selon l'amplitude de notre signal numérique. C'est ce qu'on appelle la modulation. Cependant, nous recevons des dizaines de chaînes à partir d'une seule liaison. Il est donc nécessaire de faire passer plusieurs signaux à travers un seul support de diffusion. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. Cette opération s'effectue dans le modem après la modulation. Il existe deux types de multiplexage. Le multiplexage fréquentiel qui permet de partager la bande de fréquence. C'est pour cela que l'on retrouve des regroupements de chaînes comme pour la TNT. Et le multiplexage temporel qui entrelace dans le temps les échantillons des signaux porteurs. Notre signal est à présent mis en forme. Il faut maintenant le transporter et pour cela nous disposons de différents moyens. Ce qu'on appelle communément la TNT, télévision numérique terrestre, transmet le signal par antenne relais relié par une prise antenne à un terminal qui est un appareil qui permet de réceptionner les signaux au format DVB-T. Le DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestrial, c'est la norme de diffusion numérique terrestre. Il existe un processus similaire à la TNT, la transmission par satellite. La norme utilisée est le DVB-S et une parabole est utilisée pour la réception. Le DVB exploite un certain type de modulation qu'on appelle COFDM ou QPSK.
Pour la diffusion d'une télévision par le réseau, dite par transmission ADSL, le protocole utilisé est le protocole IP. IP, c'est Internet Protocol. Pour la diffusion en direct, on utilise l'IP multicast, ce qui permet d'envoyer les informations à plusieurs personnes en une seule fois. La transmission par câble coaxial, principalement utilisée pour les hautes fréquences. C'est un câble à deux conducteurs utilisé par tous les réseaux câblés urbains, comme le câble antenne. La transmission par fibre optique. Elle est constituée d'un fil très fin, en verre ou en plastique. Mais cette technique est très différente de celle citée précédemment, puisque ce n'est plus de l'électricité qui est transportée, mais de la lumière. Enfin, lorsque le signal arrive au récepteur, on fait l'inverse. On applique un procédé de démultiplexage pour séparer les différents signaux de leur support de transmission unique. Puis, on enchaîne sur un procédé de démodulation, c'est-à-dire que l'on récupère le signal numérique de base à partir du signal porteur reçu. Voilà comment ça se passe. Il faut également savoir qu'une série de normes et de standards a été développée pour aider à l'industrialisation et à la commercialisation des téléviseurs. Par exemple, le signal vidéo analogique composite était modulé selon la norme utilisée. Il en existe 3 standards. Le NTSC National Television System Committee. Cela permet de transmettre simultanément les deux porteuses des composantes couleurs modulées en amplitude, mais déphasées de 90 degrés. Ce standard est principalement utilisé aux États-Unis et il utilise le PAL, Phase Alternating Line. Il utilise le même type de modulation que le NTSC, mais inverse la phase de la porteuse du signal de chrominance afin d'éviter les rotations accidentelles. Il utilise 25 images secondes. Le SECAM, séquentiel couleur à mémoire. Il repose sur la transmission en alternance, une ligne sur deux, de chacun des signaux de chrominance, en 24 ou 25 images secondes. C'est pas faux. Depuis les années 1950, nous avions l'habitude de voir les images à la télévision en 4 tiers. Le 4 tiers, ou 1/33, était principalement utilisé pour les formats analogiques, comme le VHS, et également pour certains formats numériques. Mais il est progressivement remplacé par le 16/9, car celui-ci correspond bien mieux à la vision humaine. Qu'est-ce que le 16/9? C'est lorsque le rapport entre la hauteur et la longueur d'une image est égal à 16/9. C'est le même fonctionnement pour tous les formats. Mais attention, au cinéma, l'image est encore plus large. 16/9 correspond à 1,77, alors qu'au cinéma, le ratio est de 2,35. Afin de permettre sa diffusion à la télévision, on utilise principalement le letterbox. Il place des bandeaux noirs en haut et en bas de l'image afin de l'afficher dans son intégralité et dans de bonnes proportions. À l'origine, pour afficher une image, l'écran cathodique utilise un spot lumineux orienté par des aimants. Ce spot balaye la dalle de l'écran à une vitesse extrêmement rapide pour pouvoir reproduire une image. Cependant, cette vitesse a une limite. Le temps que met le spot pour parcourir les 576 lignes de l'image est relativement long. L'œil humain, bien que possédant une persistance rétinienne de 50 millisecondes, capte cette latence. C'est pour cela qu'on a une impression de scintillement ou de saccade sur l'image. Aujourd'hui, l'affichage progressif est utilisé en informatique et a été généralisé en vidéo. Cependant, il n'est pas utilisé pour les écrans cathodiques. Ne t'inquiète pas, les scientifiques, ils ont mis au point l'affichage entrelacé. En effet, grâce à ce système, le spot n'affiche pas l'image d'une traite, seulement les lignes paires, et une fois arrivé en bas, il remonte pour afficher les lignes impaires. La trajectoire du spot est beaucoup plus rapide. Il fait 50 allers-retours par seconde au lieu de 25, ce qui est beaucoup plus fluide pour l'œil humain. Mais de nos jours, il n'existe pas que des écrans cathodiques, il y en a de différentes sortes. Pour l'écran plasma, chaque pixel comporte une lampe rouge, verte ou bleue. Lorsque l'on souhaite afficher une image, un gaz rare s'échappe d'un tube relié à des électrodes. Chaque cellule émet, par des décharges électriques, un rayonnement UV, qui sera transformé en lumière rouge, verte et bleue via des luminophores. La lumière colorée traverse ensuite la vitre pour être perçue par les utilisateurs. Pour l'écran LCD, chaque pixel est subdivisé en 3 sous-pixels, rouge, vert et bleu. L'intention du signal vidéo va agir sur des cristaux liquides situés entre deux filtres polarisants. Une fois sous tension, ces cristaux liquides vont s'orienter pour donner une couleur aux pixels et ainsi donc former une image. Pour les écrans LED, le fonctionnement reste le même que pour les écrans LCD.
sauf qu'il y a un éclairage LED sur le côté. Il y a une perte de rendement, cependant, les écrans LED consomment moins que les écrans LCD classiques. Pour les écrans OLED, le fonctionnement est basé sur l'utilisation de diodes superposées, qui, une fois alimentées en courant électrique, génèrent leur propre lumière. Il n'y a donc pas besoin de rétroéclairage, ce qui est un gain d'énergie. Niveau qualité-prix, l'écran LCD est le choix le plus optimisé. Cependant, si on recherche la qualité d'image, l'écran OLED est un choix bien plus judicieux, car il a un meilleur contraste, un meilleur rendu des couleurs et un meilleur angle de vue. Enfin, les écrans 3D, qui se distinguent de tous les autres types d'écrans grâce à leur technologie innovante qui permet la création de signaux en 3D. Ce système commence à se répandre dans les jeux vidéo et dans les films, autrement dit, pour le grand public. Précédemment, la 3D se faisait grâce à des lunettes qui utilisaient un filtre rouge et un filtre bleu, mais la qualité laissait à désirer. De nouveaux types de lunettes sont apparus qui permettent de transformer plusieurs couches d'images en une seule image 3D. Bref, pour résumer en 10 secondes. Vous avez tout compris? Parfait. Alors Iris, générique. The sun ain't shining, no it ain't shining there. You took the one thing I held here, and I've seen that face, I've seen the truth. I gave it all to you. I'm feeling lonely, though it's a game for two. Feeling so stupid, I should have stayed with you, but now I'm stuck with what I've got. But this just ain't hard.